Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de débat des JEA. Isabelle Laudier, je vous laisse la parole, vous pouvez animer cette table ronde. Bonjour et merci beaucoup Cédric. Donc nous nous retrouvons à 16h30 maintenant pour la session qui s'intitule Quel levier mobiliser pour une relance sociale et écologique. Pour cette session, nous avons 4 intervenants que nous remercions. Merci beaucoup à eux d'avoir accepté d'intervenir. Donc, dans l'ordre d'apparition sur l'écran, je ne suis pas sûre que ce soit exactement c'est l'ordre alphabétique, mais je vois donc Benoît Cattel, directeur général du Crédit Coopératif, Mathilde Dupré, co-présidente de l'Institut Veblen, Laurence Cialom, donc professeure d'économie à l'Université Paris-Nanterre, et Nathalie Layani, responsable, directrice de la politique durable du groupe Caisse des dépôts. Juste quelques mots avant de démarrer notre débat sur le pourquoi de cette session et le partenariat donc, de l'Institut Caisse des dépôts pour la recherche avec les Journées de l'économie autrement. Donc la Caisse des dépôts, depuis son démarrage, depuis le démarrage des Journées de l'économie autrement, est partenaire, à la fois via son Institut pour la recherche et via la direction régionale de la Banque des territoires. Donc, nous sommes ravis d'être partenaires de ces journées qui sont pour nous l'occasion de valoriser tous les enjeux stratégiques de la Caisse des dépôts, en particulier en lien avec les enjeux de l'économie sociale et solidaire et des territoires. Donc, chaque année, nous organisons une session, c'est un grand plaisir et ça permet à la fois de valoriser des travaux de recherche soutenus par la Caisse des dépôts, mais aussi l'expertise interne et les partenaires de la Caisse des dépôts. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette session, nous interrogerons sur les enjeux du plan de relance aujourd'hui. L'économie française traverse une crise très importante liée à la crise sanitaire, qui est d'abord une crise économique, qui appelle des mesures d'urgence, donc nous en parlerons, mais tout l'enjeu est de savoir si on peut orienter, s'il est possible d'orienter ce plan de relance vers une stratégie plus de moyen terme, donc de relance durable, donc qui assure à la fois de la cohésion sociale et de la cohésion environnementale. Donc, cette question va être posée aussi bien du point de vue des actions publiques qui peuvent être développées pour inciter à cette relance durable, à la fois donc du point de vue de l'État, mais aussi des collectivités. Et nous écouterons également le point de vue d'acteurs opérationnels, d'acteurs financiers qui eux-mêmes développent des outils, une feuille de route pour répondre aux enjeux de la croissance durable. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à nos intervenants. Nous allons commencer par une intervention de Laurence Cialom qui pourra nous développer effectivement les enjeux du financement d'une croissance durable. Quels sont les enjeux du financement de l'environnement d'un point de vue de l'horizon et d'un point de vue du risque, et quels outils publics cela appelle-t-il? Bonjour, merci Isabelle et merci pour l'invitation. En fait, la personne que je dois remercier pour l'invitation, malheureusement, n'est plus parmi nous, puisque celui qui m'a demandé au départ d'intervenir à cette table ronde, c'est Philippe Rémaux, qui m'a appelé cet été, quelques semaines seulement avant de disparaître. Et donc, j'ai une pensée vraiment pour lui. Et c'est un peu l'âme de ces Journées de l'économie autrement. Absolument. Voilà, je tenais à dire ça et à le remercier. Donc l'angle d'attaque que je vais adopter est un angle d'attaque qui est relatif à la finance. Hein. C'est pas dans le titre. Le titre, c'est quel levier mobiliser. Et, a priori, c'est pas forcément la finance. Alors, je pense qu'il y a quand même un biais à notre table ronde qui est lié à la finance. Et à la limite, c'est assez normal, puisque la finance va vraiment être le nerf de la guerre, à la fois pour la relance économique, sociale. Et le terme relance, à mon avis, n'est pas... c'est plutôt un réamorçage. En réalité, on vit quelque chose de tellement bizarre en ce moment. Il s'agit de faire repartir l'économie. Relance, ça suggère une idée de cycle économique. Là, c'est volontairement qu'on a mis à l'arrêt l'économie. C'est un peu différent. Et la question, c'est alors pourquoi est-ce que la finance va être le nerf de la guerre? Eh bien, parce que évidemment, ce qu'on vit en ce moment
se produit dans une période où en plus les bilans, que ce soit les bilans publics ou privés, mais à mon avis le problème est vraiment le privé, sont plombés par la dette. Et avant même la crise sanitaire, si vous voulez, il y avait eu plusieurs alertes du Haut Conseil de stabilité financière, notamment en France, relativement au fait que les entreprises étaient trop endettées. Donc en fait, on va essayer de relancer l'économie, mais très vite, la crise sanitaire passée, on va se heurter à cette question du mur de la dette et du surendettement à la fois privé. Et évidemment, le risque serait que l'État considère que lui-même doit resserrer la vis très vite derrière, parce que au-delà de ce contexte qui doit lier la relance et l'orienter vers ce qu'on cherche à moyen long terme, à savoir une relance qui soit écologique et sociale, au-delà de ça, il y a le fait qu'on est dans un contexte macroéconomique qui est un contexte déflationniste. C'est-à-dire que le fait que tous les acteurs soient plombés de dettes, eh bien, le risque, c'est qu'au sortir de cette crise sanitaire, tout le monde veuille se désendetter en même temps et que l'on rentre dans un processus qui soit un processus déflationniste. Donc vraiment, la question de cette articulation du court terme et donc des dépenses qu'on va faire dans l'urgence pour sauver l'économie, et quand l'État se substitue complètement d'une certaine manière aux employeurs pour socialiser les salaires, il ne regarde pas si c'est, et a raison, il ne regarde pas si c'est brun, pas brun, etc. Et en même temps, on risque de dépenser beaucoup de sommes d'argent pour des entreprises qui devront réduire la voilure, qui devront, qui seront appelées, disons, comment dire, à réduire leur activité si on veut réussir la transition écologique. Donc, ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que la réussite de cette reconversion écologique de nos économies, qui s'amorce donc, qui devrait s'amorcer dans le court terme, nécessite une réallocation massive des flux financiers avec une sortie du brun, c'est-à-dire de tout ce qui est très carboné, et financer le vert. C'est-à-dire que la reconversion écologique des économies, ce n'est pas juste financer plus de vert, c'est aussi sortir des financements bruns. Et donc, ça veut dire qu'il faut accepter, organiser, accompagner, aider les acteurs privés à réduire la voilure dans les secteurs où il faudra réduire la voilure. Et donc, évidemment, idéalement, on se dit il faudrait que dès le plan de relance, on ait cette amorce de virage, disons. Mais c'est excessivement compliqué parce qu'on n'était pas armé, si vous voulez. La crise sanitaire est arrivée, il a fallu réagir dans l'urgence et c'est excessivement compliqué dans l'urgence d'opérer cela. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'en réalité, on est dans une situation où, à la fois compte tenu du contexte macroéconomique très particulier et des risques de déflation et de l'impératif écologique et du fait qu'on a peu de temps, c'est-à-dire qu'on a certes des temporalités qui se heurtent, le court terme et l'urgence avec ce qu'on doit faire à moyen long terme pour reconvertir nos économies, mais le moyen long terme, il n'est pas si long que ça, si on en croit ce que nous dit le GIEC. C'est-à-dire, en gros, on a 20 ans pour vraiment agir. Donc, si vous voulez, il faut le faire dès maintenant. Et donc, il me semble que il faut bien avoir conscience que ça ne peut pas se faire naturellement. On ne peut pas attendre de la finance verte, on ne peut pas attendre de l'investissement socialement responsable qu'il fasse tout le chemin. Ce n'est pas possible. On le voit bien. Il y a eu d'ailleurs une étude aujourd'hui, je crois, qui est sortie de la BCE, qui montre, par exemple, que les financements bancaires aux fossiles ne se sont pas réduits depuis les accords de Paris. Vous voyez, donc on ne désinvestit pas du brin. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la finance, quand elle fonctionne, par elle-même, si vous voulez, sans que l'État la guide vraiment et agisse sur les prix relatifs, agisse d'une manière plus ou moins intrusive sur la canalisation des flux financiers, eh bien, naturellement, elle n'opère pas une allocation des ressources qui est compatible avec les accords de Paris. Pas du tout. Parce que la finance par elle-même est incapable de correctement tarifer les externalités positives du vert. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous faites un choix financier, la rentabilité, c'est ce que vous pouvez vous accaparer monétairement. Mais il y a toute une partie de rentabilité qui est une rentabilité sociale dans ces investissements et qui n'est pas tarifée par les marchés. Donc, nécessairement, on sous-investit dans le vert.
Et on surinvestit dans le fossile pour les mêmes raisons. Les marchés ne sont pas capables de tarifer les externalités négatives, c'est-à-dire tout ce qui est nocif pour nous collectivement, par le fait qu'on émet trop de gaz à effet de serre. Donc, on regarde des investissements uniquement sur des données individuelles concernant les entreprises. Et donc, du coup, la finance n'est pas capable de faire cette agrégation qui permet, en fait, d'avoir... Et de la même manière, elle tarifie mal les risques. Elle tarifie très mal le risque sur les fossiles, le risque d'échouage, parce qu'on n'a pas d'antériorité historique. Donc, bon. Et donc, ça veut dire qu'on rentre dans une époque où, à la fois dans le court terme et dans le plus long terme, moyen-long terme, eh bien, il va falloir que l'État accepte de changer vraiment son rôle relativement à la finance, d'être probablement plus intrusif sur, sur la réorientation et sur quel dispositif incitatif pour réorienter les flux financiers dans le bon sens pour qu'on reste, qu'on respecte nos engagements des accords de Paris. Et cela passera très probablement par, une modification des relations entre les États et les banques centrales. Les banques centrales ont un rôle majeur à jouer, elles s'en rendent compte, on a eu la création d'un réseau de banques centrales et de superviseurs qui s'est mis en place et qui réfléchit à ces questions de politique macroprudentielle verte, d'évaluation des risques financiers, etc. Mais il faudra probablement faire un pas de plus. Et l'histoire très récente nous montre bien que ce pas de plus sera dans le sens d'une économie plus verte, mais également d'un accompagnement social. On le voit bien, l'essai d'instauration de ce qui ressemble à une taxe carbone a provoqué le mouvement des Gilets jaunes. On voit bien que tout le monde, les perdants ne sont pas forcément ceux qui sont capables d'absorber les changements de prix relatifs liés à l'industrie carbonée, à l'usage notamment des fossiles. Donc, et on voit bien, il n'y a que l'État qui est capable en réalité d'avoir ce type de politique d'accompagnement qui permettrait ce type de transition. Donc oui, je pense qu'on doit aller vers ce nouveau rapport qui serait un rapport, si ce n'est de subordination, au moins de partenariat, et revenir peut-être sur l'indépendance des banques centrales, et notamment parce que les banques centrales peuvent avoir un rôle majeur par un verdissement de leur politique monétaire. Elles ont des tas de moyens, par la politique des collatéraux, par les outils de refinancement qui seraient ciblés sur le vert, par le QE qui pourrait être vert, et puis par la politique macro-prudentielle qui pourrait être également verdie. Donc je pense que ça appelle, mais à court terme en réalité, à un changement de paradigme relatif aux relations entre les banques centrales et les gouvernements. Et quand on nous dit que ce n'est pas possible, eh bien, il suffit de regarder l'histoire pour savoir que c'est possible de le faire très vite. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30, entre les années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, on est passé de relations de banques centrales qui étaient assez indépendantes des gouvernements à des banques centrales qui ont aidé à financer l'effort de guerre, une finance qui a été réglementée, des banques centrales qui étaient des institutions privées et qui ont été nationalisées. Donc, on a eu un basculement complet du régime de central banking et je pense que on est d'une certaine manière dans une période de guerre. Le président de la République a utilisé ce terme pour parler de la lutte dans cette crise sanitaire, mais on est aussi en guerre contre le changement climatique et à situation totalement exceptionnelle. Je pense qu'il faut se donner les moyens d'une reconstruction écologique et que les banques centrales sont des acteurs majeurs pour cela, tout comme d'ailleurs les acteurs publics, les banques publiques d'investissement, des acteurs comme la Caisse, et au niveau plus territorial des banques éthiques et alternatives pour financer d'un point de vue territorial sur d'autres critères la conversion écologique de nos économies. Donc voilà, je pense que j'ai tenu le temps. Très bien, merci beaucoup Laurence. Nous reviendrons en effet tant sur le rôle de la Caisse des dépôts que le rôle du crédit coopératif comme des acteurs financiers pleinement engagés dans le financement de la relance durable.
Mais avant, nous pouvons peut-être écouter Mathilde Dupré, qui a notamment été co-autrice d'un rapport qui s'intitule Réussir le Green Deal, un programme social écologique pour sortir l'Europe de la crise. Donc effectivement, sur les enjeux de relance durable, mais en plus dans le cadre de l'échelle européenne, hein, en lien avec le Green Deal. Donc, quels enseignements du rapport pourriez-vous mettre en évidence dans cette session pour alimenter notre débat? Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors effectivement, ça a déjà été bien dit en introduction par Laurence sur le fait que les crises sanitaires et économiques auxquelles nous sommes confrontés de façon tout à fait exceptionnelle cette année interviennent dans un contexte qui est déjà marqué par les urgences écologiques et sociales. Que d'ailleurs notre modèle de développement n'est pas complètement étranger à l'apparition de ce nouveau type d'épidémie, hein, ça a été bien souligné par un certain nombre d'experts. Et justement, juste avant l'arrivée de cette épidémie, l'Union européenne s'apprêtait à se lancer dans une mutation importante avec la mise sur pied d'un Green Deal par la nouvelle Commission européenne fin 2019, donc c'est-à-dire un programme d'une ampleur inédite qui vise à mettre l'Union européenne sur la voie de la neutralité climatique et d'une économie, je la cite, dans laquelle la croissance économique sera dissociée de l'utilisation des ressources. Donc tout un programme. Ce programme introduit aussi un principe un peu structurel qu'elle appelle le serment vert, c'est-à-dire essayer de ne pas nuire. Et donc selon les propres mots de la Commission européenne, ça signifie que toutes les actions et les politiques de l'Union européenne devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste. Donc voilà, comme je le disais, ces objectifs qui sont affichés sont très ambitieux. Et s'il est effectivement mis en œuvre, ce programme pourrait marquer un tournant dans l'histoire européenne autour d'une conversion écologique, si possible à la hauteur des enjeux civilisationnels auxquels on fait face. Mais évidemment, la crise sanitaire risque de reléguer ces engagements européens au second plan et de contraindre durablement la capacité des différents acteurs de déployer les moyens suffisants pour opérer les transformations dont nous avons besoin, à la fois les acteurs privés en les recentrant sur des priorités de court terme et puis les gouvernements en asséchant durablement les finances publiques. Le Haut Conseil pour le climat en France nous a alerté très vite sur ce risque et le risque de répéter les erreurs de 2008. Il a publié un rapport en avril 2020 qui s'appelait « Climat, santé, mieux prévenir, mieux guérir ». Et je le cite à propos de 2008, il disait « Aucun pays n'avait réellement fait l'exercice d'une relance verte intégrale, ni émis de conditionnalités contraignantes quant à un usage vert des mesures budgétaires et fiscales. Les analyses des plans de relance de 2008 soulignent les erreurs à ne pas commettre en 2020. » Et donc, il appelle vraiment à faire attention aux effets de verrouillage de certaines mesures des plans de relance de l'activité dans une trajectoire insoutenable. C'est pourquoi, dans la période inédite, comme il y a énormément de ressources additionnelles qui vont être déversées, qui sont déjà déversées dans l'économie pour sortir de la crise, il apparaît quand même extrêmement important de travailler sur à la fois le court terme, mais de préparer le moyen et le long terme. Et donc ça suppose, selon nous, à la fois de développer toutes les mesures qui présentent des co-bénéfices entre la relance des activités et la transition. Il y a un plaidoyer très efficace qui a été mené par un certain nombre d'acteurs pour que les plans de relance investissent massivement dans la rénovation des bâtiments, dans les transports et dans la transition énergétique, même si d'ailleurs ce triple focus dénote en creux certainement une attention un peu trop faible à porter à d'autres secteurs comme celui de l'agriculture ou d'autres activités industrielles. Mais ça veut dire aussi certainement d'assumer le déclin d'activités de secteurs les plus polluants en traçant une trajectoire claire et en prévoyant un accompagnement public massif à la fois de ces secteurs d'activité qui vont devoir se reconvertir et des salariés qui seront concernés par cette transition. Donc ça peut paraître aujourd'hui politiquement un peu incorrect de vouloir mettre à terre des pans entiers d'activités qui sont déjà durement affectés par la crise et qui demandent aujourd'hui des mesures d'urgence. Mais en réalité, ce serait à notre sens peut-être encore plus irresponsable que de continuer à déverser des sommes énormes pour maintenir les emplois dans la période et relancer ces activités sans se préoccuper de leur viabilité écologique à moyen terme et des marges futures
de manœuvre des États pour les accompagner dans quelques années avec des ajustements qui n'auront été finalement que différés et au risque de devoir les conduire de façon encore plus brutale parce qu'ils auront été retardés. Et enfin, parce que la pandémie et la crise économique, parce que justement, elles obligent aujourd'hui les décideurs à développer des réponses complètement exceptionnelles par rapport aux circonstances qu'on est en train de vivre, finalement, elles élargissent aussi le champ du possible en matière de politique économique et monétaire. Je pense que c'est très clair au niveau européen. La crise financière de 2008 avait déjà permis de développer une politique monétaire en rupture avec l'approche qui avait été privilégiée jusque-là. Il y a aujourd'hui déjà aussi plusieurs règles de discipline du pacte de stabilité qui sont de facto suspendues, ce qui pourrait ouvrir une fenêtre de discussion sur ce qu'elles doivent devenir à l'avenir. Cette fois, la Commission européenne propose de franchir une nouvelle étape dans l'intégration européenne avec son plan de relance, puisque elle propose déjà une réponse beaucoup plus solidaire que la dernière fois, avec des aides ciblées en priorité vers les États qui ont été les plus affectés dans cette crise, et surtout un pas important avec la mutualisation des dettes. Mais comme l'a souligné Laurence, il y a beaucoup d'autres propositions encore bien plus ambitieuses qui sont sur la table pour se donner les moyens collectivement de répondre à cette crise, à la fois l'urgence économique et la transition que l'on souhaite amorcer. Donc, dans la note que nous avons publiée sur le Green Deal déjà en mars 2020, on suggérait de travailler sur plusieurs pistes à la fois renforcer les ressources propres de l'UE avec des nouvelles taxes innovantes, changer la comptabilisation des investissements publics verts dans le cadre des règles européennes, mais aussi conduire une politique monétaire innovante pour dégager des marges de manœuvre supplémentaires pour les États, ça a déjà été un peu abordé, et travailler bien davantage sur la régulation financière pour que justement on opère cette réallocation des financements. Et puis aussi mettre fin aux subventions aux énergies fossiles, aux autres secteurs d'activité qui sont nocifs pour le climat, ainsi qu'aux mécanismes de protection des investissements de ces secteurs, ce qui n'est pas toujours quelque chose qui est tout à fait envisagé. Et ce que je voulais partager maintenant, c'est la question de l'analyse effectivement des plans de relance et des mesures qui ont été annoncées jusqu'à maintenant, avec les deux critères du Haut Conseil pour le climat, c'est-à-dire à la fois la question du fléchage vers le vert et la question du respect du serment vert, donc cette question de la cohérence d'ensemble des mesures et des contreparties que les États peuvent fixer. Donc je pense que sur le premier critère, celui du fléchage, il y a un objectif qui a été annoncé par les États membres qui est un objectif de ciblage vert des mesures de 30%. C'est aussi la cible qui a été retenue par la France. Ça reste en deçà de ce qui avait été proposé par la Commission fin août, qui voulait que 37% du fonds de relance et de résilience soit dirigé vers des activités vertes. C'est aussi en deçà de ce qui avait été proposé, par exemple, par le président de la Commission environnement du Parlement européen, Pascal Canfin, qui, lui, tablait plutôt sur 40%. Ceci dit, le montant des investissements qui ont été annoncés en France pour les 2 années à venir, que ce soit dans la rénovation thermique, les mobilités douces ou l'énergie, sont quand même conséquents et doivent permettre d'amorcer une montée en charge de ces filières clés dans la transition écologique, qui sont en tout cas conformes à l'estimation des besoins qui avait été produite par I4CE quelques semaines auparavant. Mais moi, on voit au moins 2 défis majeurs par rapport à ces annonces. Le premier, c'est la pérennisation de ces efforts. C'est-à-dire que pour l'instant, seules les baisses d'impôts de production qui ont été annoncées pourraient être durables. Et on n'a aucune indication à ce jour de savoir si les moyens qui seraient consacrés dans les 2 prochaines années à ces différents secteurs d'activité seront reconduits pour poursuivre les efforts d'investissement dans les secteurs clés. Or, on va avoir besoin d'une pérennisation et même d'une montée en charge progressive, dans la mesure où on a pris quand même du retard par rapport à nos engagements de long terme, et que d'ailleurs on finalise en ce moment au niveau européen des discussions autour de la loi climat pour rehausser le niveau d'ambition avec la cible de 2030 et parvenir à moins 55% en moins de baisse d'émissions. Ce sera tout l'objet du Conseil européen du 10 et 11 décembre prochain.
Donc tout ça, ça signifie que la stratégie nationale bas carbone de la France devra nécessairement être revue à la hausse rapidement, et donc qu'il va falloir aller encore plus vite. Par ailleurs, pour nous, tous ces enjeux-là, ils s'articulent aussi avec la préparation du projet de loi qui vise à mettre en œuvre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, parce qu'il n'y a pas seulement besoin d'investissements additionnels, mais il y a aussi besoin de faire évoluer la réglementation et la fiscalité dans un certain nombre de domaines pour faire évoluer nos modes de production et de consommation. Et là aussi, l'issue concrète de ce processus inédit de démocratie participative reste incertaine. Au-delà des 3 jokers qui avaient été brandis par le président de la République, il y a de nombreuses autres mesures qui ont déjà été aussi écartées par le président lui-même, certains ministres du gouvernement ou par l'Assemblée nationale. Donc la présentation du projet de loi qui était encore discuté ce matin va être aussi, de notre point de vue, un moment décisif. Et sur le second critère, celui de la cohérence d'ensemble, je pense que ce principe-là a été réaffirmé par l'Union européenne au moment où elle a annoncé son plan de relance le 27 mai dernier, mais ça reste un concept, ce serment vert, encore très peu opérationnel. Et donc, si on regarde par exemple les mesures d'État d'aide d'État qui ont été mises en œuvre jusqu'à maintenant, les secteurs sensibles de l'automobile ou de l'aérien ont été très largement bénéficiaires de ces mesures sans réelle conditionnalité sociale ou environnementale. Il y a eu plus de 2300 milliards d'euros d'aide nationale qui ont été notifiés par les États à la Commission européenne pendant le premier semestre 2020. Et clairement, le climat n'était pas un critère pour examiner ces mesures. D'ailleurs, le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, a suggéré que les entreprises aidées devraient se doter d'une stratégie de décarbonation, mais cela reste pour l'instant simplement au stade de la déclaration. Et ça rejoint une proposition que nous avions formulée dans notre note pour dire qu'aujourd'hui, les entreprises aidées devraient s'engager à travers des contrats de transition avec une trajectoire claire de réduction de leurs émissions, à la fois en intensité, mais aussi en valeur absolue. Et pour les guider dans ce travail-là, le Haut Conseil pour le climat devrait être chargé de définir des objectifs de court terme contraignants par secteur d'activité au regard de toutes les balises et la loi énergie-climat, enfin le GAP Report 2019 de l'ONU, etc. Et il était aussi proposé que pour les plus grandes entreprises des secteurs les plus polluants, le Haut Conseil pour le climat puisse aussi être chargé d'évaluer la pertinence des stratégies climatiques qu'elle développerait. Et peut-être pour finir, sur la question de la cohérence, donc en France, non seulement les propositions concrètes qui ont été formulées pour un conditionnement climatique des aides, pour l'instant, ont été repoussées au niveau du Parlement, mais le gouvernement a aussi fait le choix de cibler une partie significative de son plan de relance, 20%, vers des baisses d'impôts, les fameux impôts de production, qui pourraient s'avérer contre-productifs d'un point de vue environnemental. Donc, il ne s'agit pas ici de revenir sur les débats sur l'efficacité économique de cette mesure, ni sur le fait qu'elle est pour l'instant pas financée. Mais si on regarde simplement la question de l'impact environnemental de cette mesure, on peut voir que ça n'a pas fait l'objet d'une évaluation préalable et que les premiers signaux semblent, enfin en tout cas, doivent appeler à la prudence, puisque dans une note publiée début juillet 2020 par le Conseil d'analyse économique, il apparaissait clairement que les 3 premiers secteurs qui seraient bénéficiaires de cette baisse d'impôts seraient la production d'électricité et de gaz, les industries extractives et la finance. Et par ailleurs, cette proposition pourrait affecter les ressources des collectivités territoriales qui comptent parmi les premiers bénéficiaires de ces impôts de production et qui ont, comme ça a été rappelé par le gouvernement au moment de la présentation du plan de relance, un rôle fondamental à jouer dans la mise en œuvre de la transformation de notre économie. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas être trop longue. Merci beaucoup. On reviendra sur divers de ces points évoqués, j'imagine. Juste peut-être pour information, il y a une question qui est posée, qui est le lien au rapport. Donc, je peux vous dire que vous le trouvez sur le site de l'Institut Veblen. Si vous faites rapport réussir le Green Deal, un programme social écologique pour sortir l'Europe de la crise, vous le trouverez en ligne sur le site de l'Institut Veblen. Alors, il y a des questions, mais on y reviendra plus tard. On continue notre tour de table sur
sur les moyens financiers pour mettre en œuvre toute cette politique. Vous en avez déjà cité certains, Mathilde, comme les taxes innovantes. Quelqu'un suggère la taxe sur les transactions financières. Voilà, donc on reviendra là-dessus. On continue notre tour des intervenants. Donc, Nathalie Layani, donc, responsable du service politique durable du groupe Caisse des dépôts. Que fait la Caisse des dépôts qui est pleinement engagée auprès du gouvernement, à la fois sur le plan de relance, mais aussi sur des programmes importants pour la cohésion territoriale comme Action Cœur de Ville ou Territoire d'Industrie. Donc, quelle est la feuille de route de la Caisse des dépôts, à la fois pour la relance, mais aussi pour une économie plus durable? Ton micro. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors, normalement, mon micro est ouvert, vous m'entendez? Allô, allô? Ouais, on t'entend. Vous m'entendez? Ok. Oui. Je suis vraiment ravie d'être avec vous. Pour rentrer dans le vif du sujet, évidemment, la Caisse des dépôts en tant que banque publique au service des politiques publiques, mais aussi investisseur institutionnel, gérant l'épargne des Français notamment, a une grande responsabilité, a un rôle important à jouer dans la période actuelle. Je rappelle aussi que dans le groupe Caisse des dépôts, il y a BPI France et que BPI France a joué un rôle important dans le contexte actuel. Donc, c'est à la fois un rôle d'intervention en urgence dans le sauvetage des secteurs en difficulté, des TPE, PME qui sont impactés directement par la crise, et un rôle vraiment de relance. Et je pense que dans toutes les réflexions qu'on peut avoir, c'est un peu ce qui a été pointé par Laurence, il faut distinguer vraiment ces deux séquences, la séquence sauvetage, soutien à la trésorerie de certaines entreprises et sauvetage des secteurs en difficulté, et quelle relance durable on peut construire, comment on peut utiliser la manne financière, qui est une occasion historique de préparer la transition de notre économie pour vraiment transformer tous les secteurs, et notamment les secteurs les plus polluants. Donc, sur la première partie, le groupe Caisse des dépôts a d'abord, au travers de l'action de BPI France, mis en place un point aérien de cash pour sauver les TPE-PME. Donc, on ne parle pas là des grandes entreprises en difficulté qui ont bénéficié d'un sauvetage et dont on peut s'interroger sur la conditionnalité du sauvetage. On parle là de boucheries, de boulangeries, de TPE, de quelques dizaines de salariés ou de PME, pour lesquels il y a eu une aide en trésorerie côté BPI France. Et puis, le groupe Caisse des dépôts a aussi travaillé au sauvetage de secteurs en difficulté comme le tourisme. Et là, en effet, on a essayé d'intégrer les questions de relance durable en mettant en place donc un financement qui à la fois permet de sauver les entreprises particulièrement en difficulté, mais aussi d'accompagner la transition de ce secteur pour aller vers des pratiques de tourisme durable. Et pour le reste, je dirais que pour des grands investisseurs institutionnels, normalement, la question de la conditionnalité du soutien aux entreprises qui ont traversé une période de crise là ne devrait pas se poser, puisque quand on parle de relance ou de soutien à ces entreprises, on parle d'investissement en fonds propres. Là. Et donc, on parle vraiment de prendre des participations dans une entreprise, d'investir à long terme. Et pour un investisseur dit responsable, tout ça doit se faire en intégrant des critères d'impact environnemental, sociaux et de gouvernance. C'est ce qu'on appelle les critères ESG. Ce sont des critères qui ne sont pas forcément très encadrés. Enfin, il y a des initiatives internationales pour en définir les contours et qui mériteraient d'ailleurs d'être mieux encadrés par la loi. Mais un investisseur institutionnel comme la Caisse des dépôts qui a des participations dans des grandes entreprises cotées, quand il investit dans ce type d'entreprise, même en période de crise, passe ses investissements au crible de ces critères ESG sur la base de bases de données reconnues internationalement, etc. Et donc exclut les investissements à des entreprises qui auraient des impacts environnementaux, sociaux ou de gouvernance significatifs et
et je dirais non alignés avec des trajectoires de soutenabilité. Mais j'y reviendrai. Et par ailleurs, notre banque des territoires qui accompagne les collectivités locales, elle-même a mis en place des critères extra-financiers pour sélectionner les projets qu'elle financera en prêt ou en investissement. Donc, on ne regarde pas seulement la rentabilité financière d'un projet, on regarde aussi sa valeur extra-financière et Laurence le mentionnait, si on veut avancer sur ces sujets, il faut mesurer maintenant les externalités. Nous, on n'a pas encore de comptabilité environnementale ou durable qui nous permet de le mesurer. On aimerait aussi qu'il puisse y avoir une tarification des externalités négatives, du carbone, en prévoyant des compensations sociales pour éviter les problématiques qui ont été révélées par la crise des Gilets jaunes. En attendant, on met en place des grilles de cotation qui nous permettent de noter l'impact positif et négatif en matière extra-financière des projets. Et très concrètement, on a des critères d'empreinte carbone, d'artificialisation des sols, de nombre d'emplois créés ou maintenus, de bonne gouvernance, de consultation des acteurs, etc. Tout ça rentre dans une matrice, on pondère ces critères en fonction de la nature du projet, et puis à la fin, on exclut les projets qui sont mal notés. C'est pas idéal, mais c'est un moindre mal qui permet justement en fait d'intégrer ces conditions et cette sélection des projets très en amont. Donc voilà, mon propos consiste à dire la conditionnalité du soutien aux grandes entreprises qui ont été impactées par la crise, évidemment, c'est un sujet qu'il faut porter et moi, je souscris à toutes les propositions qui ont été faites par Mathilde et par l'Institut Veblen. Mais normalement, on ne devrait même pas avoir à se poser cette question. C'est-à-dire que un investissement dans une grande entreprise devrait être soumis à ces analyses d'impact ESG et à l'alignement avec des scénarios de durabilité. Alors, le groupe Caisse des dépôts a aussi essaye aussi d'avoir un rôle majeur dans le financement de la relance. Donc, si on n'est plus dans la partie urgence, mais vraiment dans la partie construction d'une économie plus résiliente, nous, ce que nous avons choisi de faire, c'est d'avoir un plan de relance qui, donc, d'abord, intervient beaucoup en fonds propres parce que ce qu'on a analysé, et comme le soulignaient aussi les intervenants précédents, c'est que si on veut préparer le monde de demain, il faut éviter de rajouter une crise de la dette à la crise de la dette qui précédait la crise sanitaire. Et donc, il faut avant tout éviter une perte de croissance potentielle et donc intervenir en investissement et pas en prêt. Et donc, on a mobilisé 26 milliards, auxquels s'ajoute un plan spécifique pour la transition écologique de 40 milliards qui, lui, est plus axé sur des prêts, mais au secteur prioritaire de la transition écologique, et ils ont été cités par Mathilde qui rappelait l'analyse du Haut Conseil pour le climat. Et donc, on a mobilisé une enveloppe de 40 milliards sur 5 ans pour financer massivement la rénovation énergétique des bâtiments. On va mettre 15 milliards sur 5 ans pour la rénovation énergétique des bâtiments. Ça veut dire 22 millions de mètres carrés rénovés, 125 000 logements sociaux par an rénovés d'ici 2024. Le deuxième secteur prioritaire, c'est celui, bien sûr, de la transformation du secteur de l'énergie. Donc, on va aussi financer 15 milliards pour le déploiement des énergies renouvelables en France. C'est un sujet sur lequel la France est à la traîne et on sait pourquoi. Et donc, sur lequel on va essayer de mettre le paquet. Et puis, la mobilité durable. Mais je dirais que pour nous, et ça a été pointé aussi par l'intervention de Laurence, une fois qu'on a dit qu'on mettait 40 milliards sur la transition écologique, et pardon, on aligne les chiffres, ça donne un peu on allait mettre aussi beaucoup d'argent sur la cohésion sociale. Nous allons mettre 11,5 milliards de financement, notamment en prêt pour la cohésion sociale, c'est-à-dire l'accès de tous à un logement abordable, mais aussi l'accès de tous à une formation, et notamment des jeunes à des formations diplômantes, ce qui est essentiel si on veut lutter contre le chômage de masse. On a fait qu'une moitié du chemin, c'est-à-dire que
on prépare l'émergence de nouveaux secteurs qui nous permettent d'être sur des scénarios de soutenabilité, mais on n'a pas transformé l'existant. Et donc, le groupe Caisse des dépôts a aussi pris des engagements pour renoncer au financement des secteurs bruns et pour aligner l'ensemble de ces financements sur un scénario de limitation à 1,5 degré du changement climatique. Notre objectif étant vraiment de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050 en France. Et donc, nous avons exclu le charbon de nos financements. Nous avons exclu le pétrole et le gaz non conventionnels, c'est-à-dire pétrole et gaz de schiste, sable bitumineux et pétrole et gaz de l'Arctique. Et pour tout le reste, c'est-à-dire pour les secteurs particulièrement émetteurs, notamment dans le secteur de l'énergie, nous demandons aux entreprises dans lesquelles nous avons des participations de fournir des scénarios d'alignement avec un objectif de neutralité carbone selon les critères des méthodes, selon les méthodologies reconnues au niveau international. Pour les experts, je pourrais vous indiquer desquels il s'agit. Donc, on ne choisit pas n'importe quelle méthodologie d'alignement. On demande aussi à ces grandes entreprises cotées dans lesquelles nous avons des actions de nous présenter des scénarios d'alignement qui concernent l'ensemble des scopes d'émissions, donc pas seulement leurs émissions directes, mais aussi leurs émissions indirectes, celles du scope 3. Et puis, on leur demande de respecter un principe qui nous paraît aussi important dans le débat actuel sur la décarbonation des entreprises, qui est de respecter le principe éviter, réduire et ensuite seulement compenser. Donc, on leur demande de mettre le paquet sur l'évitement des émissions, de les réduire et de n'utiliser la compensation en investissant dans des forêts, par exemple, qu'en dernier recours. Alors, vous me direz, ça, c'est du dialogue actionnarial. Comment ça se concrétise? Est-ce que ce n'est pas un peu du blabla entre l'actionnaire et l'entreprise? On essaye de l'objectiver. On a des chiffres à fournir qui sont dans nos rapports d'activité pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions. En fait, pour un actionnaire, le fait déjà de dire ça et de le mettre dans une politique qui est publique, ça permet aussi d'orienter ses votes en assemblée générale. Et donc, nous nous engageons à faire en sorte que nous adoptions les résolutions qui sont déposées en assemblée générale dans ces entreprises qui respectent les principes que je viens d'édicter. Et puis, on mène des enquêtes auprès des entreprises que nous avons en portefeuille, justement pour vérifier qu'elles sont bien alignées et nous leur mettons la pression pour qu'elles s'alignent. Et puis, comme on a pris des engagements dans le cadre d'une coalition internationale qui s'appelle la Net Zero Asset Owner Alliance et qui a pris l'engagement d'aligner ses portefeuilles d'actifs sur un scénario de neutralité carbone d'ici 2050 avec des points d'étape tous les 5 ans, on ne peut pas s'amuser à garder en portefeuille éternellement des entreprises qui ne sont pas alignées puisque si on veut être neutre et si on veut respecter les points d'étape tous les 5 ans, il faut qu'on fasse le ménage dans nos portefeuilles ou en tout cas qu'on mette vraiment la pression sur les entreprises que nous avons en portefeuille en lien avec les autres actionnaires pour qu'elles s'alignent. Et c'est le travail qui est fait dans des coalitions comme Climate Action 100+, etc. Ça avance doucement, pas assez vite et l'action des ONG de ce point de vue-là nous oblige à aller plus vite. Mais je dirais que voilà, cette pression qu'ont les actionnaires sur les entreprises, c'est un moyen de travailler sur la partie exclusive. Enfin, disons que l'exclusion des financements au secteur fossile, c'est une partie de la réponse, mais le dialogue actionnarial, s'il est bien fait, ça permet aussi de décarboner ce qui n'est ni brun ni vert, c'est-à-dire tout ce qui est dans le secteur gris, à savoir les entreprises qui sont très émettrices, mais dont l'activité n'est pas totalement incompatible avec un scénario 1,5 degré pour peu qu'elle se transforme. Voilà, il y a plein d'autres sujets sur lesquels j'aimerais réagir, mais je ne voudrais pas être trop longue, donc peut-être qu'on pourra aborder on le verra peut-être dans le débat. Voilà, sur la question des ODD, de comment on articule climat et cohésion sociale, mais aussi sur la question de comment on intègre justement les externalités négatives et positives dans les décisions des investisseurs, et puis aussi le rôle d'entraînement qu'on peut avoir au niveau européen et international. Je suis prête à répondre à vos questions.
Merci beaucoup, Nathalie. Et maintenant, donc, nous allons écouter Benoît Cattel, qui, là aussi, a beaucoup à nous dire en tant que représentant d'un établissement financier. D'abord, quelle réponse le crédit coopératif apporte-t-il sur la relance et comment accompagne-t-il les entreprises qui sont d'abord à court terme en difficulté, mais également celles qui sont sur des secteurs bruns ou gris, comment les aider dans leur reconversion? Bien, merci. Bonjour. Merci aussi d'avoir invité. Pour ce qui me concerne, je vais plutôt faire un témoignage de ce que je suis en train de vivre, qui est un peu éloigné. Vrai, un praticien, dire, ce qui se passe aujourd'hui pour beaucoup de gens que nous finançons. Alors, j'ai l'honneur de diriger le crédit coopératif, vous l'avez compris, c'est 8 collaborateurs. On travaille dans l'économie réelle. En fait, notre travail est assez simple. On recueille les dépôts de clients, d'épargne, de compte-à-vue. Et puis, on utilise cet argent pour faire des crédits ou bien pour le placer pour le compte de nos clients. Ça peut être dans le CVM ou dans l'assurance. Voilà, c'est notre métier de base. Et pour s'inscrire dans la durée, parce qu'en fait, quand je réfléchis un petit peu au thème, beaucoup de fois, dans ce que je voulais dire, la relation au temps est, nous semble-t-il, un élément déterminant. Et dans cette relation au temps, la banque que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, elle s'est inscrite il y a longtemps dans des principes qui sont celui de faire la banque un peu différemment, en mettant l'inclusif, le respect des acteurs, l'environnement dans lequel vivent ces acteurs, comme une des préoccupations de son action. Et de fait, en entrant dans la crise ou avant la crise, il y avait déjà toute une panoplie de choses qui avaient été dessinées par mes prédécesseurs et qui sont des choses très concrètes. Pour vous dire que on est une coopérative, banque coopérative, on a environ 100 000 sociétaires, on a 15 milliards d'épargne, puis 15 milliards de crédit. Voilà, c'est le même montant. Vous verrez pourquoi tout à l'heure je parle de ces 15 milliards. Et puis, on fait environ 3 milliards de nouveaux crédits par an. Donc, une petite banque, mais bon, les chiffres sont quand même des chiffres qui ont un sens à l'échelle des territoires. Depuis peut-être l'origine, 130 ans, l'idée a plutôt été d'être dans ce qu'on appelle la finance patiente. Il a été créé des produits, les premiers produits de partage, par exemple, sont des éléments qui ont vécu au crédit coopératif avec l'idée que les épargnants pouvaient eux-mêmes contribuer à des causes et que ces causes pouvaient être financées par leur intermédiaire, pour des montants qui sont, quand on regarde sur la durée, tout à fait significatifs. Et puis, on a été aussi à l'origine de la traçabilité, c'est-à-dire de dire, soit à l'échelle régionale, soit à l'échelle de projet, quand vous placez votre argent, vous avez le droit aussi de déterminer les projets que cet argent va financer. Et en fait, agissant de la sorte et proposant des choix de financement, on a vu assez naturellement émerger et des préoccupations sociales et des préoccupations environnementales. Et c'est un socle de proximité sur lequel les acteurs se mettent en action, que ce soit les épargnants d'une part, mais aussi les bénéficiaires des crédits. Et puis plus récemment, et on n'est pas les seuls, on a mis en œuvre des prêts qui ont l'ambition d'améliorer un certain nombre de critères RSE quand nos clients les choisissent, avec une incitation financière. D'une manière un peu générale aussi, dans les fonds dans les fonds dont on s'occupe, ils ont tous un label IRS, ils sont tous label vérifiés. Et puis, alors, on n'a pas, nous, on n'a jamais financé en fait ce qui touche autour de la finance liée aux énergies. On n'est pas présent dans un certain nombre de, on parle de l'énergie fossile, on n'est pas présent dans un certain nombre de domaines comme l'armement ou autres, qui ont été des interdits de notre politique. On n'est dans aucun paradis fiscaux. Voilà, on fait attention à un certain nombre de choses historiquement. À contrario, on est très présent dans les énergies.
on évalue aussi l'impact de notre propre action au travers des ODD. Et on prend les 17 ODD, on regarde à la fois en direct sur notre entreprise, mais aussi sur nos actions, comment on se situe. Alors pourquoi je dis tout ça? Je dis tout ça parce qu'en fait, on fait ça avec les règles du jeu actuelles. C'est-à-dire les contraintes réglementaires, on est une banque comme une autre, on a la même chose à faire que notre concurrent, et on n'a aucun avantage pour faire ça. Ça veut dire qu'on peut, avant la crise, on pouvait être dans cette dynamique et finalement être déjà engagé. On n'est pas les seuls, mais on peut le faire. Et je vous dis ça parce que l'inscription dans le temps me semble être quelque chose de déterminant. Et le temps, c'est un temps qui nous semble être un temps long. Avant que ces actions irriguent l'économie, ça prend du temps. Et avant que les choses avancent, ça prendra encore beaucoup de temps. Alors, évidemment, plus on sera nombreux à le faire, mieux ce sera. Mais tout cela, au moment là où on se parle, le met dans le panier de la relance, bien sûr, on le dit au quotidien. Mais en même temps, on est aujourd'hui, et vous l'avez dit, très percuté par la crise. Et de mon point de vue, peut-être que la crise est une opportunité, mais la crise, à coup sûr, c'est une épreuve au moins opérationnelle. Pour moi, en tant que responsable d'une entreprise, d'une banque, j'ai quand même une préoccupation majeure au moment où je vous parle, c'est celle d'assurer la pérennité de mon établissement. Et fondamentalement, de faire en sorte que les 15 milliards de crédits dont je vous parlais puissent être remboursés. Et je crois que c'est dans l'intérêt commun, parce que moi, j'imagine mal qu'il y ait beaucoup de nos auditeurs qui puissent là me dire qu'ils aimeraient renflouer une banque. Alors, la crise là qu'on vit, elle est quand même très brutale et sévère. Moi, je suis déjà un peu âgé, mais je n'ai jamais connu ça. C'est vraiment une crise de l'économie réelle. C'est pas comme en 2008. C'est vraiment une crise de l'économie réelle. C'est les entreprises, les artisans, les professionnels, les associations, le monde de l'insertion, la culture, le théâtre. Ce sont ces activités-là qui sont vraiment frappées très frontalement par ce qui est en train d'arriver. On prévoit cette décroissance, on prévoit 1 million de suppressions d'emplois. Oui, c'est différencié selon les acteurs, mais il me semble, comment la lecture des clients, mes clients, que ça touche autant des acteurs qui sont dans le brun, dans le gris ou dans le vert. Et donc, par rapport à ça, je m'interroge un peu sur la façon de travailler à ce moment-là. Et j'ai retenu un double questionnement. Le premier volet de ce questionnement, c'est est-ce qu'au moment où je vous parle, je suis en mesure, en tant qu'acteur économique, de concilier et les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Et je crois, je ne suis pas sûr de répondre oui, et je crois même que mon rôle principal, c'est d'essayer de préserver au maximum le tissu économique et le tissu associatif. Et donc finalement, derrière ça, je rencontre des chefs d'entreprise, des patrons, des personnes qui portent des projets associatifs. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, c'est de faire en sorte de sauver leur entreprise, de sauver leur association et de sauver les emplois qui vont avec. Et finalement, que ce soit brun, gris ou vert, je l'ai dit, ils sont dans des actes plutôt de survie. Ce n'est pas général, mais ils sont quand même dans des actes de survie. Et donc, dans le débat, que je comprends parfaitement, entre conditionnalité et réalité, je trouve que ces deux notions qui ont quand même du mal à faire bon ménage au moment où je vous parle. Pour moi, le plan de relance, c'est d'abord un plan, je puis dire, pour être bien clair, bien caricatural mais clair dans mes propos, c'est d'abord un plan de sauvetage. Alors, est-ce qu'on peut concilier, c'est le deuxième thème, est-ce qu'on peut concilier ce temps court, celui de la crise dans laquelle on est, avec un temps plus long? Aujourd'hui, je passe quand même beaucoup de temps avec mes collaborateurs, avec les gens qu'on rencontre, à essayer de gérer le temps court. Le temps court, c'est le temps d'accompagner les entreprises, les associations, et de leur dire que oui, on va leur laisser le temps, mais le temps de passer cette étape, tous ne passeront pas, le temps de passer cette étape pour après pouvoir engager autre chose. Et ce qu'on peut faire tout en même temps, je crois que c'est extrêmement compliqué sur le terrain. C'est compliqué, en particulier si vous êtes dans un secteur dont vous savez qu'il est amené à 10 ans ou 20 ans à disparaître. C'est pas en accélérant cette disparition,
me semble-t-il, que l'on rend service à notre collectif. Alors, ça ne veut pas dire que ces renoncements dont je vous parle, évidemment, sont agréables à dire, mais en même temps, je crois qu'elles sont dans le réel de ce qu'on vit à l'échelle d'un banquier, du monde réel, dans la proximité. Alors, ce n'est pas très enthousiasmant, mais il faut passer ce moment-là, quoi. Et pour passer ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas charger la barre. Charger la barre, c'est-à-dire de dire, bah, voilà, on est sur une trajectoire, y compris dans les aspects sociaux et dans les aspects green, écologie et transformation profonde de la société. Mais voilà, on va être amené à ralentir cet aspect-là, c'est ma conviction, mais on le ralentit pour se resolidifier, pour reposer des bases avant de passer à cette étape qu'on attend tous. Et au final, pour moi, la question, quel levier pour assurer une relance sociale et écologique, ou bien le thème de l'économie autrement, c'est un principe de réalité. Le principe de réalité, c'est que, concerne l'entreprise que je gère, je crois qu'il y a un espace-temps qui n'est pas le même entre la crise qu'on a gérée là au moment où je vous parle et la transformation inédite d'un modèle économique. Si on ne le fait pas, il s'imposera à nous, mais un modèle économique différent de celui qui a structuré les 200 années qu'on vient de passer. Et voilà, la priorité à court terme, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait un maximum d'acteurs économiques qui puissent arriver à ce stade et travailler sur leur propre transformation, en particulier s'ils sont dans le brin. Ça nécessitera, de mon point de vue, vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, vous l'avez dit, et je partage beaucoup de savoir-faire. Et alors, quand je parle de moyens, je fais un petit appel. Les politiques monétaires accommodantes, on en a encore besoin. Il va y avoir besoin de beaucoup de fonds propres, quasi-fonds propres, de subventions. Voilà, alors on a tous ceux qui sont en état de fournir cette matière première, s'il vous plaît, faites-le dans des dispositifs simples. Voilà, vous avez le droit d'avoir des acronymes très sympas, mais il faut que ce soit simple dans l'exécution. Parce qu'on est quand même dans l'urgence et dans la nécessité de faire bien, certes, mais de faire simple. Voilà, et puis avec beaucoup d'obstination et d'envie, avec tout ce qui a déjà été construit par tout le monde. Moi, je connais ce qui porte comme valeur et comme savoir-faire l'entreprise que je dirige, avec de l'optimisme aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur les territoires en termes d'initiatives, de relocalisation, de concepts qui étaient plutôt conceptuels et qui deviennent réalité. Je pense que, voilà, en se laissant le temps de gérer cette crise, on pourra passer à l'étape suivante et transformer en profondeur notre économie. Bien sûr, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, une façon de penser différente, des façons de penser différentes. Et comme je l'ai dit, de toute façon, ça s'impose. Merci beaucoup. Entre-temps, j'ai reçu pas mal de questions. Alors, je suis vraiment désolée, on ne pourra pas évidemment répondre à toutes les questions, elles sont assez nombreuses. Alors, j'essaie éventuellement de les fusionner, mais puisque nous venons d'entendre Benoît Cattel et Nathalie Layani, peut-être une question sur la transparence de l'épargne, c'est-à-dire comment l'épargnant peut-il savoir comment la banque utilise cette épargne? Nathalie, peut-être sur le livret A? Alors, la Caisse des dépôts gère donc une partie de l'épargne du livret A et du LDDS. On centralise 60% de cette épargne. Et chaque année, nous élaborons un rapport qui s'appelle le rapport investissement responsable et qui rend compte de la façon dont cette épargne notamment est utilisée. Et puis notre fonds d'épargne qui gère cet argent, lui aussi fait des rapports chaque année. Donc sur le site de la Caisse des dépôts, vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur la façon dont cette épargne est gérée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc la collecte du livret A et du LDDS sont fondus dans une même poche qui sert à financer des projets soit dans le domaine de la transition écologique, soit dans le domaine de la cohésion sociale. C'est-à-dire que cet argent va quasiment entièrement à des projets de transition écologique, de financement du logement social, de politique de la ville, d'infrastructures d'intérêt général. Mais comme le montant de ces projets n'est pas suffisant pour absorber l'ensemble des encours d'épargne, pas seulement les flux, mais les encours, mais aussi parce qu'il faut assurer la liquidité de cette épargne. Quand vous mettez de l'argent sur du livret A, vous
voulez pouvoir retrouver cet argent à n'importe quel moment, eh bien, l'épargne excédentaire, donc qui ne peut pas être investie dans des projets, est investie sur les marchés financiers, donc en actions, en obligations, etc. Et évidemment, tous les épargnants, et c'est aussi une question qui nous a été posée par les membres de la Convention citoyenne pour le climat, se demandent si cet argent investi sur les marchés financiers sur la base de la ressource livret A et LDDS est bien utilisé, est bien responsable, etc. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'informations qui sont dans nos rapports annuels. Évidemment, on a encore un effort à faire de pédagogie sur le reporting qu'on fait sur la façon dont on investit cette épargne sur les marchés financiers, mais on a pris des engagements forts, c'est que l'ensemble de nos portefeuilles d'actifs doivent être alignés avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 avec des points d'étape tous les 5 ans. Nous avons déjà réduit l'empreinte carbone de nos portefeuilles d'actions de 46% et de nos portefeuilles d'obligations de 66% depuis 2014. Donc, on a déjà fait un effort de réduction de l'empreinte carbone qui va se poursuivre. Et puis, on a pris aussi l'engagement de faire en sorte, et ça peut être vérifié dans nos rapports d'activité, que 1 euro mis sur le livret de développement durable et social est équivalent à 1 euro investi par la Caisse des dépôts dans des projets de transition écologique. Donc, sur 2019, par exemple, vous avez 3 milliards de collecte du livret de développement durable et social. Nous avons pris l'engagement, et on fait beaucoup plus en fait pour la transition écologique, mais nous avons pris l'engagement d'investir ces 3 milliards dans des projets de transition écologique. Voilà, alors j'en profite aussi pour préciser ce que j'ai indiqué sur nos exclusions, parce que j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus dans la boucle. Donc, non seulement on aligne nos portefeuilles d'actifs sur les scénarios neutralité carbone dont je vous ai parlé, mais on a aussi pris l'engagement de ne pas financer donc de projets dans le secteur du charbon et d'entreprises dont le chiffre d'affaires est exposé à plus de 10% au charbon ou au secteur non conventionnel. Très concrètement, ça veut dire que des entreprises comme Schlumberger ou comme des entreprises nord-américaines ou asiatiques dont le chiffre d'affaires serait exposé à plus de 10% à ces secteurs sont exclus de nos portefeuilles d'actifs et on a dû faire le ménage. Mais on me posait la question de savoir si, par exemple, ça voulait dire qu'on sortait de Total. Le chiffre d'affaires de Total n'est pas exposé à plus de 10% au secteur du pétrole et du gaz non conventionnel, donc nous ne sortons pas de Total. Si la question est celle-ci, voilà. J'y réponds très clairement. En revanche, nous avons développé une politique de dialogue actionnarial très exigeante dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, nous mettons la pression aux entreprises du secteur pétrole et gaz pour qu'elles s'alignent sur des scénarios 1,5 degré neutralité carbone concernant l'ensemble de leurs émissions et donc pas seulement celles du scope 1 et 2, mais aussi leurs émissions indirectes, c'est-à-dire celles du scope 3. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. On va peut-être passer à d'autres questions. Il y a une question sur la fiscalité. Est-ce qu'il est possible, peut-être pour Laurence, de s'engager sur un tel sentier de croissance durable ambitieux sans réforme de la fiscalité? Pardon, tu mets ton micro? Ton micro, Laurence? Oui. Non, la fiscalité, ce n'est pas du tout mon domaine. Donc, autant je peux vous parler de régulation prudentielle verte, autant sur des questions fiscales, je veux dire, Mais sur la régulation prudentielle, peut-être un mot. Peut-être un mot sur la régulation prudentielle verte. Alors, sur la régulation prudentielle verte, oui, bien sûr. Actuellement, si vous voulez, la régulation prudentielle telle qu'elle est forgée, loin de réduire, loin de contribuer à mieux aligner les flux financiers, au contraire, c'est un écueil. Pourquoi? Parce que quand on a structuré les réglementations prudentielles, notamment pour les banques, on n'avait pas du tout en tête, en fait, cette question d'alignement des flux vers un objectif bas carbone. Et surtout, on n'avait pas non plus du tout d'idées très précises sur les risques financiers d'origine climatique. Donc, en fait, réformer la réglementation prudentielle, ça, dans un sens allant vers une transition écologique, ça voudrait, par exemple, dire obliger les banques à mettre plus de capital si elles financent des activités carbonées.
Ça pourrait également vouloir dire, et moi je suis plutôt favorable à ça, d'aller vers des réglementations plus frustres, c'est-à-dire notamment en termes de leviers, avec des leviers maximum sectoriels, si vous voulez, que les engagements sur certains secteurs soient bornés, quoi, de la part des intermédiaires financiers. Le problème, si vous voulez, c'est que la démarche dans laquelle on s'est engagé, notamment en Europe, hein, avec la taxonomie verte, c'est l'idée qu'il faut améliorer la qualité de l'information, sa standardisation, de manière à pouvoir également avoir des outils plus performants pour évaluer les risques financiers d'origine climatique, hein. Et ensuite, on calibrerait les politiques publiques à partir de ces nouvelles métriques, disons. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous prenez au sérieux les travaux du GIEC, on n'a pas le temps d'une telle séquentialité. On n'a pas du tout le temps d'attendre, d'avoir des métriques excessivement précises sur la quantification des risques financiers climatiques. Et en plus de ça, ce sont des risques radicalement nouveaux. Donc, on ne peut pas regarder ce qui s'est passé dans le passé. Et donc, c'est une méthode, celle qu'on est en train d'adopter, qui nous fait prendre du retard. Or, si vous voulez, même si on n'est pas capable de calibrer et de très précisément mesurer les risques financiers climatiques, par contre, on sait qu'ils sont potentiellement non bornés, ils peuvent être considérables, hein. Il y a des effets au réchauffement climatique, il y a des effets de rétroaction, des effets d'amplification, des points de basculement où on va vers des trajectoires insoutenables avec une irréversibilité, hein. On ne revient pas en arrière, hein. C'est un temps, c'est pas un temps de la réversibilité, hein, contrairement à la manière dont les économistes parfois traitent le climat. Et donc ça plaide en faveur de réglementations très simples, basées sur les informations que l'on a actuellement et qui simplement vont dans le sens de donner un cap à la réallocation des… Alors évidemment, comme il y a des perdants, c'est très compliqué à faire admettre, si vous voulez, le fait de ce changement complet dans les modalités d'action, hein. Je veux dire, le ratio de capital, on va dans une sophistication de l'évaluation des risques dans les modèles internes qui est complètement aux antipodes de ce qu'on peut faire sur les questions de risques financiers climatiques. Mais je pense que vu le manque de temps qu'on a, vu le caractère totalement non précédent, le fait qu'on est face à une situation d'incertitude radicale, hein, avec ce changement climatique, et en fait le changement climatique n'est qu'une des limites planétaires, hein. Il y a aussi la biodiversité, il y a le cycle de l'eau, il y a et qu'on doit aller vers des approches plus intrusives, plus frustres, sur la base des informations et des données que l'on a déjà, et aller travailler avec des scientifiques pour faire ça, et donc prendre au sérieux un peu les rapports du GIEC et ce qu'il nous dit là-dessus. Donc oui, je pense qu'on peut faire des tas de choses, mais il faut accepter de ne pas avoir les mêmes méthodes que celles qu'on a usuellement, notamment en matière de quantification des risques. Merci beaucoup. Il nous reste peu de temps, mais je vais poser donc deux questions, l'une pour Mathilde, l'une pour Benoît. Donc, Mathilde, il y avait une question en début de conférence sur les ressources possibles pour financer le Green Deal. Donc, il était évoqué des taxes innovantes dans le rapport. Donc, peut-être un mot sur les taxes innovantes. Et peut-être pour Benoît, une question sur les grilles d'analyse des projets, peut-être aller un peu plus loin sur votre manière d'analyser les projets pour atteindre cette cohésion sociale et territoriale que vous évoquiez. Mathilde? Oui, bien sûr. Dans le premier document d'analyse qu'on a publié sur le Green Deal, on a effectivement montré que c'était une des insuffisances du paquet tel qu'il avait été annoncé en termes de financement, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses qui reposaient sur finalement des moyens publics assez limités et du coup des hypothèses très optimistes en matière d'effet de levier par rapport à des financements privés que ça pourrait engendrer, ce qui pose toujours des questions du coup sur le type de secteur vers lesquels on peut diriger des financements, parce que pour emmener le secteur privé, en général, il faut trouver des secteurs dans lesquels il y a des co-bénéfices importants. Mais ça veut dire que des secteurs qui sont structurellement moins rentables ou sur des horizons plus longs sont plus difficiles à financer. Donc, ça faisait partie de l'analyse. Et donc, effectivement, on montrait qu'il allait falloir trouver des leviers de financement nouveaux.
Et les ressources propres de l'Union européenne, ça reste un sujet un peu tabou dans l'Union, hein, pour beaucoup d'États membres qui ont peur que l'Union franchisse des étapes trop grandes en termes de fédéralisation et d'intégration si elle se dote de ressources propres. Il y a évidemment une des questions qui est serpent de mer, c'est la question de la taxe sur les transactions financières, hein, qui est à l'examen depuis très longtemps. Il y a eu un projet de coopération renforcée dans ce domaine-là, donc d'essayer de faire quelque chose qui, si ce n'était pas possible, de mettre tous les États membres d'accord, qu'on commence à 11. Et même là, finalement, on n'a pas réussi à avancer, mais on pourrait imaginer plein d'autres choses. Nous, dans la première note qu'on avait publiée, on parlait aussi d'une taxe européenne foncière progressive qui pourrait s'ajouter aux taxes foncières existantes qui sont prélevées par les autorités nationales, une taxe sur la surfertilisation des exploitations agricoles les plus intensives en azote. Enfin, on pourrait imaginer beaucoup de choses. Il y a aussi des propositions qui étaient sur la table en termes d'impôts sur les sociétés pour en mutualiser une part au niveau européen. Dans son paquet de relance, la Commission mentionne aussi quelques ressources propres avec lesquelles elle pourrait rembourser une partie du prêt Next Generation EU de 750 milliards. Elle mentionne notamment alors une taxe sur le plastique et une partie au moins des revenus du futur mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce qui là nous semble un peu plus problématique parce que pour nous, si on veut à terme construire un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui fonctionne vraiment et qui puisse passer les fourches codines de l'OMC, il nous semble que ça, pour le coup, c'est pas une ressource propre de l'Union européenne, mais que ce sont des recettes qui devraient être utilisées pour être au moins reversées en partie aux États tiers qui souffriraient de la mise en place d'un tel mécanisme pour les encourager à rehausser leurs pratiques en matière d'environnement et en particulier dans les pays en développement qui pourraient en souffrir de façon plus marquée. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être sur la table. Après, ce sont des discussions, on le sait, particulièrement difficiles, notamment parce que tout ce qui relève de la fiscalité à l'intérieur de l'Union européenne, c'est un sujet qui requiert l'unanimité. Et donc, pour l'instant, on a eu beaucoup de mal à aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. Et pour terminer, donc sur les grilles d'analyse des projets, quelles sont les priorités du crédit coopératif? Bon, en fait, c'est un petit peu un système d'entonnoir. C'est qu'on m'entend pas bien. On m'a dit qu'on m'entendait pas bien. Je me rapproche. C'est un petit peu un système d'entonnoir parce que, bon, d'abord, on a des secteurs sur lesquels on ne fait pas. On ne fait pas par essence. On parlait tout à l'heure de financement d'énergie non renouvelable. On ne fait pas. Donc, on a des interdits, en quelque sorte. Après, on a un échelon qui est un échelon local. C'est-à-dire qu'on a des produits qui affectent de l'épargne locale à des prêts locaux. Et donc, avec un management un peu décentralisé du sujet. Alors, évidemment, on se met d'accord avec les grands acteurs, hein, mais ça veut dire que l'épargnant, qui est quand même, bon, alors, peut-être plus au crédit coopératif, là encore, je n'en sais rien, mais sensible à ces sujets, a l'opportunité aussi de dire où va être compté son argent et comment il sera employé. Donc, ça constitue, j'allais dire, une sorte de bien commun de fléchage des choses. Et puis, on a, je l'ai dit tout à l'heure aussi, des mécanismes dans lesquels l'incitation dans le prêt, dans le crédit, pour faire en sorte que la personne qui emprunte, hein, l'entreprise, l'association qui emprunte, ait une incentive, enfin, voilà, une raison économique d'améliorer des critères ESG qu'il choisit lui-même. Et donc, ça peut être, on n'est pas très regardant, entre guillemets, on n'en fait pas un découpage administratif de suivi. Hein. Simplement, on prend les critères ESG, on a une grille de critères ESG, l'entreprise ou l'acteur économique choisit un certain nombre de critères, il doit les améliorer sur la durée de son prêt. Et s'il le fait, il bénéficie d'un prêt avec une condition bonifiée.
Voilà, ce sont des mécanismes incitatifs. Après, je ne rentre pas dans la réglementation dont on parlait tout à l'heure, Laurent, dont vous parlez, elle commence à nous toucher, entre guillemets, positivement, dans le sens où elle demande vraiment que on ait une grille d'analyse, déjà en termes de pénalisation de fonds propres, en termes réglementaires, en se disant que si cette grille d'analyse remplie par notre client, parce que c'est un peu intrusif, en fait, c'est aussi le client qui doit déclarer ce en quoi il contribue ou il contribue, je veux dire, à une démarche écologique positive ou pas. Et en fonction de ça, on a, nous, plus de fonds propres à mettre en face de ces crédits. Donc, on est en train, c'est un mécanisme pédagogique, il faut que tous les collaborateurs le comprennent, que quand on fait une instruction de dossier qui était jusque-là faite principalement sur des critères financiers, un peu à peu, on additionne des critères extra-financiers dont on parlait tout à l'heure. Et ça commence à être une réalité, c'est-à-dire que ça commence à se pratiquer. Dire que c'est fait avec très grande intelligence, enfin, très grande finesse plutôt. L'intelligence est là, mais la finesse, c'est très compliqué parce que moi, mes collaborateurs, ce pas des experts en génie, ingénierie de combien pollue mon client, quoi. Voilà, mais en tout cas, on est rentré dans cette dimension-là. Voilà, donc, le fait d'être en crise, ça ne signifie pas le fait de rien faire. Le fait d'être en crise, c'est de faire des priorités, mais de ne pas perdre la lame de fond, la tendance de fond sur laquelle on doit se mettre. Voilà. Merci beaucoup. J'ai un petit doute. Notre session se termine à, je ne sais plus si c'était 1h15 ou 1h30. Du coup, 45 normalement. Pardon? Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la session durait jusqu'à 17h45. Donc, Allô, je n'entends plus rien. vous ne m'entendez pas? Là, ça y est, oui. Si. Donc, je disais effectivement, oui, la conférence se termine à 17h45. Donc, si vous avez quelques mots de conclusion, et puis le replay sera disponible sur le site des JEA. D'accord. Bah, écoutez, non, je pense que ce que je voulais simplement dire, c'est pour ceux qui souhaitent des compléments très spécifiques, n'hésitez pas à nous écrire par mail vos questions. Il y avait notamment des questions sur les bâtiments publics, etc. Donc, je pense que vous pouvez tout à fait nous écrire par mail vos questions complémentaires. Je voulais sincèrement remercier l'ensemble des intervenants, hein, vous quatre, pour vos propos très enrichissants sur ce sujet. Et puis évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Laurence, nous pensons beaucoup à Philippe, avec qui nous avions construit cette session au départ. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et très bonne suite des Journées de l'économie autrement 2020. Merci aux organisateurs pour s'être adaptés à un format numérique qui n'est pas simple, ni pour l'organisation, ni pour les intervenants, et pas non plus pour les modérateurs d'ailleurs. En tout cas, merci à vous tous. Merci. Merci. À disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, je termine le webinaire. Okay.